Alors pourquoi on n'a pas attendu cet accord que l'on signe avant de parler de tout ceci, de l'accord de principe? Non, pour ces négociations, on a voulu qu'il y ait d'abord un accord de principe, une déclaration de principe entre les deux parties. Puis, le président lance un appel clair, que l'Assemblée nationale initie une loi, afin que le génocide congolais soit enfin reconnu dans l'histoire et dans le droit. C'est pour ne jamais oublier ces forains. Vous savez que la République démocratique du Congo a connu 3 décennies de guerre. Le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes, et le FRIVAO, Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, sont des leviers essentiels. Professeur Eugène, quelle est l'importance de commémorer un génocide? Dans ce processus impulsé par Washington, le volet économique repose sur la sécurisation et l'exploitation des minéraux critiques au profit des États-Unis d'Amérique et de leurs entreprises. Suivez-nous à Kinshasa, sur Géopolis TV, sur notre plateforme YouTube, Wangila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Et rejoignez le débat. Où nous avons reçu pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama, expert en justice transitionnelle. Wangila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique pour un nouveau sujet. Nous serons en connexion avec la République démocratique du Congo pour parler du Génocos, parler des accords de principe qui ont été signés aux États-Unis d'Amérique et à Doha. À la lumière des victimes, réparation de préjudice, que dit la justice transitionnelle? Est-ce que les accords sont au-dessus de la justice, au-dessus des résolutions des Nations Unies, au-dessus des structures de justice des Nations Unies? Pour en parler, nous serons en connexion avec Kinshasa où nous recevons un expert en justice transitionnelle que je m'en vais saluer. Professeur Eugène Bopé Bakama, nous vous saluons. Bonjour. Professeur, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes à Kinshasa présentement pour célébrer le Génocos en mémoire de tous ces Congolais qui ont été génocidés à cause des gains, à cause de minerais. Avant de commencer notre entretien, comment allez-vous, professeur? Je me porte bien, merci. Merci pour cette occasion que vous me donnez pour partager avec vous. Professeur Eugène Bakama, la toute première question, les téléspectateurs se posent la question, Génocos, qu'est-ce que c'est? Parce que vous avez pris part le 2 août 2025 à Kinshasa en présence du chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que nous devons comprendre par Génocos? Pour faire simple, génocide pour des fins économiques, cette terminologie qui a été utilisée pour la première fois par la société civile congolaise consacre aujourd'hui, à travers cette journée commémorative, en mémoire de toutes les victimes qui ont péri sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et la journée du 2 août a été considérée, marquée comme la journée commémorative pour toutes ces victimes. Vous savez que avant l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il n'y avait pas une journée commémorative pour toutes les victimes congolaises. Donc, nous saluons cette initiative venant de la société civile et qui a été consacrée officiellement la loi portant organisation et fonctionnement du FONAREV. Donc, on peut saluer cette initiative. Professeur Eugène, quelle est l'importance de commémorer un génocide? Parce qu'il y a certains qui se posent la question, pourquoi on doit commémorer les morts congolais? C'est pour ne jamais oublier ces forains. Vous savez que la République démocratique du Congo a connu 3 décennies de guerre qui malheureusement continuent jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons perdu on parle de plus de 10 millions de morts, ce qui est énorme. Et il est important de ne pas oublier tous ces morts, tous ces fils et filles qui ont perdu leur vie à cause de la barbarie ou à cause de la volonté de certaines personnes d'accéder au pouvoir. Parce que, comme vous le savez, on a utilisé le sang des Congolais comme marche-pied pour atteindre le pouvoir. Et malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que on est en train de répéter la même chose. Donc, pour moi, la mémoire est importante. Parce qu'un peuple qui ne se souvient pas de son passé
est contraint aussi de revivre ses passés malheureusement. Donc, et comme disait un professeur belge qui disait tout passe sauf le passé. Donc, il est important de tourner notre regard sur le passé pour commémorer et se souvenir de toutes ces victimes qui ont péri à cause de cette barbarie humaine. Professeur Eugène, il y a ceux qui doutent qu'il y a eu un génocide en République démocratique du Congo, disant que non, c'est juste l'affrontement entre des communautés congolaises, c'est juste une incursion. Mais vous, en tant qu'expert en justice transitionnelle, juriste spécialiste des structures internationales de justice, quelles sont les conditions pour parler d'un génocide? Évidemment, la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime du génocide qui a été adoptée le 9 décembre 1948 est claire et pose les conditions pour qu'on parle de génocide. Il y a des éléments constitutifs qui sont prévus dans cette convention. Mais il est important, Symphorien, pour rappeler qu'il y a deux approches. Il y a l'approche judiciaire et l'approche diplomatique. Dans l'approche judiciaire, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un tribunal qui établisse qu'il y a réellement eu génocide. Et au Congo, on parle maintenant des génocides parce qu'il y a eu plusieurs actes. Comme vous le savez, nous avons connu 3 décennies de guerre. Et pendant ces 3 décennies de guerre, il y a eu des actes qui, aujourd'hui, si un tribunal s'y penche, peut être constitutif des actes de génocide. Donc, c'est pour ça qu'on parle des génocides congolais et non du génocide congolais. Mais aussi, il y a l'approche diplomatique. Ça veut dire il faut qu'il y ait aussi une reconnaissance internationale. Comme vous le savez, il y a plusieurs génocides qui ont été commis à travers le monde, mais peu ont été reconnus aujourd'hui. Même le génocide des Arméniens est contesté. Il y a certains pays qui le reconnaissent, il y en a d'autres qui ne le reconnaissent pas. Donc, il faut qu'il y ait cette approche à la fois diplomatique et judiciaire. C'est pour ça que nous appelons à la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, parce que ce tribunal permettra, d'une manière ou d'une autre, d'établir s'il y a eu, oui ou non, des génocides en République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas aux États-Unis d'Amérique et Kinshasa en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama, qui est expert en justice transitionnelle. Nous allons suivre un élément sur le Génocide célébré le 2 août 2025 en République démocratique du Congo et nous revenons après. Après l'annonce du maître de cérémonie, le président Félix Tshisekedi s'avance et prend la parole. Son message, profondément symbolique, résonne en ce 2 août 2025 pour éveiller les consciences et passer à l'acte. À présent, pour entrer dans la 3e et dernière partie, la plus importante, la plus symbolique, inviter son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et des institutions. En ce 2 août 2025, jour hautement symbolique, nous nous rassemblons en ce lieu, désormais érigé en mémorial du Génocide, pour arroser une sémence de conscience collective que notre peuple a fait germer il y a 2 ans. Nous sommes venus répondre à un triple appel. L'appel de la mémoire, l'appel de la dignité, l'appel de la justice. Par notre présence ici, nous commémorons le Génocide, terme consacré par notre peuple souverain à travers ses représentants légitimes pour désigner l'extermination méthodique dont il a été et demeure encore victime au nom des logiques économiques cyniques et prédatrices. Le Génocide, un hommage vibrant aux millions de femmes et d'hommes tombés sous la barbarie d'agresseurs, animés par la seule convoitise des richesses congolaises. Nous sommes venus rendre un hommage solennel à des millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, sauvagement massacrés, souvent déportés,
et trop longtemps condamnés au silence dans l'indifférence glaciale de la communauté internationale. Nous rendons également hommage à celles et ceux qui, au péril de leur vie, leur ont porté secours. Mais parce que ces millions de vies fauchées vivent encore à travers notre mémoire, notre combat, nos voix. Dans un silence solennel, le chef de l'État invite toute l'assistance à se lever. 1 minute. Pour se souvenir, pour honorer, pour ne pas oublier celles et ceux qui sont tombés injustement. Je vous invite à vous lever pour observer un moment de recueillement en leur honneur. Je vous remercie. Puis, le président lance un appel clair, que l'Assemblée nationale initie une loi, afin que le génocide congolais soit enfin reconnu dans l'histoire et dans le droit. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Telles furent les articulations de ce discours engagé, prononcé à Kinshasa lors de la commémoration du Génocide, ce 2 août 2025. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et Dallas dans l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous sommes en connexion avec le professeur Eugène Bopé, qui est notre participant dans ce numéro. Eugène Bopé, vous avez suivi les témoignages des victimes lors du Génocide. Quelle est l'importance des témoignages des victimes dans la constitution des infractions qui doivent soutenir un génocide? Non, évidemment, les témoignages sont importants parce que ça permet aux victimes d'exprimer ce qu'elles ont vécu comme atrocité. Et ces témoignages constituent des éléments qui peuvent être des éléments à charge parce que le procureur va mener son enquête. Dans son enquête, le procureur va aussi éventuellement écouter les victimes et les témoins. Et donc, c'est sur base de cela que le procureur pourra lancer des mandats d'arrêt. Et c'est important qu'il y ait ces témoignages parce que c'est des éléments de preuve qui peuvent être retenus à l'encontre des présumés auteurs de ces crimes. Eugène Bakama, professeur, nous vous avons retrouvé au Génocide, mais le public constate que l'on parle du Fonarev, du Frivao. À quoi servent ces organes autour du Génocide, autour des affres à l'est de la République démocratique du Congo? Non, le Fonarev, pour faire simple, le Fonarev a été institué à travers la loi de décembre 2022, cette loi qui a institué le Fonarev, et le Fonarev est un établissement public sous tutelle du ministère des Droits humains, et le Fonarev comme pilier, un des piliers de justice transitionnelle, parce qu'il faut savoir que en République démocratique du Congo, on a déjà commencé à mettre en œuvre certains piliers de la justice transitionnelle, notamment le volet réparation à travers le Fonarev qui va donner des réparations administratives aux victimes aussi parce que, comme vous le savez, on parle de plusieurs victimes mais pour cela, il faut d'abord identifier ces victimes. C'est pour ça il y a un processus qui est en cours d'identification de ces victimes à travers la LUC, la liste unique consolidée, et ce n'est qu'après la mise en œuvre de cette LUC qu'on pourra maintenant octroyer des victimes. Mais le Fonarev est en train de faire un travail de terrain et ce travail, on peut le constater aujourd'hui, porte des fruits. Mais maintenant, le grand travail reste à faire. Le grand défi, c'est comment maintenant on va procéder à octroyer ces réparations. Il y a eu un forum qui a été organisé sur les réparations et qui a abouti à la stratégie nationale des réparations. Et donc, comme il y a maintenant cette stratégie nationale des réparations, je pense que dans le mois à venir, le Fonarev pourra être en mesure maintenant d'octroyer des réparations. Mais je sais déjà qu'il y a déjà des réparations
temporaires qui sont octroyés aux victimes. Professeur Eugène Bopé, nous prenons un cas pratique de l'Ouganda qui a été condamné il y a de cela quelques années par la Cour internationale de justice par rapport aux affres de la guerre qui se sont passées à Kisangani, notamment avec le Rwanda. Hélas, le Rwanda n'a pas été condamné. Quand vous parlez de réparation administrative financière, parce que l'Ouganda a déjà commencé à décaisser des fonds en millions de dollars, si je ne m'abuse, est-ce que l'on peut parler de réparation financière administrative sans penser à la réparation, condamnation des bourreaux devant la justice? Non, il faut savoir que dans le cas de l'Ouganda, FRIBAO, c'est un fonds qui a été mis en place pour permettre d'octroyer des victimes. Les victimes dont on parle ici, c'est des victimes de la guerre des 6 jours. La guerre qui a opposé l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et vous avez bien fait de mentionner que l'Ouganda a été condamné à payer 365 millions de dollars par la Cour internationale de justice. Mais le Rwanda n'a jamais été condamné parce que, évidemment, le Rwanda n'a jamais reconnu la compétence préalable de la Cour internationale de justice. Donc, quand l'Ouganda a commencé à payer par tranche ces montants, le gouvernement congolais a mis en place ces fonds pour faciliter et octroyer des réparations aux victimes. Et donc, le processus est en cours. Maintenant, il y a eu déjà une condamnation. Ça veut dire que les réparations sont venues après la condamnation. Mais il faut savoir que dans le cadre de la justice traditionnelle, les réparations ne sont pas liées à l'établissement préalable de la responsabilité de l'auteur. Ça veut dire que l'État peut décider de mettre en place un fonds, comme le FONAREV, pour octroyer des réparations aux victimes. Maintenant, il faut identifier, la grande question, c'est comment on va identifier ces victimes et quelle sera la méthode à utiliser, parce qu'il y a plusieurs formes de réparation. Il y a des réparations individuelles, il y a les réparations collectives. Donc voilà, je veux dire que il faut absolument qu'il y ait cette identification pour qu'on arrive à octroyer des réparations. Nous sommes en train de continuer notre échange, professeur Eugène Bopé. Maintenant, la cohabitation des victimes avec leurs bourreaux. Pour certains coins, on a parlé de réconciliation. Pour certains coins, on a parlé d'accords de principe. Maintenant, comment se fait cette cohabitation avec une victime et son bourreau lorsque n'arrive pas à séparer distinctement qui a fait quoi, qui a commis quoi? Non, c'est vrai, il faut savoir que les victimes vivent généralement dans des coins avec les bourreaux. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un mécanisme de justice qui soit mis en place pour permettre aux victimes d'avoir accès à la justice. C'est pour ça que dans le cadre de la justice traditionnelle, il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de recherche de la vérité. Ça veut dire qu'on met en place une commission vérité et réconciliation et qui va permettre à ce que les victimes et les bourreaux viennent pour raconter ce qu'ils ont vécu. Et puis ensuite, il y a le processus, le mécanisme de recherche de la justice. Ça veut dire ce sont les cours et tribunaux qui existent, qui vont maintenant enquêter et poursuivre les auteurs éventuels de ces crimes. Après, il y a les réparations qui vont intervenir comme troisième pilier de la justice traditionnelle. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les garanties de non-répétition à travers les réformes. Donc, il y a là des mécanismes qui existent. Maintenant, le bourreau et les victimes, comme on le sait, dans beaucoup de coins de la République démocratique du Congo, cohabitent. Mais il faut qu'il y ait accès aux victimes des mécanismes de justice et aussi qu'on mette en place un processus de recherche de vérité à travers une commission vérité et réconciliation qui va faire avancer le temps. Au Congo, on peut dire qu'il y a un processus qui est en cours. Il y a déjà une politique de justice traditionnelle qui a été adoptée au niveau du gouvernement. Et donc, on verra par la suite et ça va aboutir éventuellement à la mise en place d'une nouvelle commission vérité et réconciliation en République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et Dallas dans l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama. Nous allons suivre un élément sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle et nous revenons après.
En République démocratique du Congo, la quête de justice après 3 décennies de guerres et d'atrocités reste un chemin long et exigeant. Plus de 6 millions de vies perdues, des territoires encore occupés et l'ombre persistante de l'agression rwandaise, avec le soutien du M23, rappellent l'urgence d'agir. Les plaies sont ouvertes, les crimes impunis, et chaque jour, dans l'Est, des communautés subissent viols, massacres et déplacements forcés. C'est ici qu'intervient la justice transitionnelle, un cadre pour condamner les responsables, réparer les victimes et leur offrir une réintégration digne, tout en posant des garanties de non-répétition. Des exemples existent. En Afrique, la Commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud et le processus post-conflit au Libéria ont permis d'ouvrir des dialogues nationaux et de traduire en justice les auteurs de crimes. Hors du continent, l'Argentine et le Cambodge ont su juger les responsables de dictatures et de crimes de masse, tout en reconstruisant le tissu social. En RDC, des outils se mettent en place. Le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes, et le FRIVAO, Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, sont des leviers essentiels. Le président Félix Tshisekedi, lors de la commémoration du Génocide, a réaffirmé son engagement à reconnaître les crimes subis par le peuple congolais et à mobiliser la communauté internationale. Ces commémorations ne sont pas que mémoire, elles sont un appel à la justice et à la dignité. Car sans vérité, sans réparation, sans justice, la paix ne peut s'ancrer. La justice transitionnelle, ici, est bien plus qu'un mécanisme juridique. C'est une promesse faite aux vivants et un hommage rendu aux morts. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas où nous recevons pour vous Maître Eugène Bopé Bakama. Professeur, nous sommes en train de continuer notre programme. Nous allons parler des accords qui ont été signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le 27 juin 2025, un accord a été signé sous l'égide des États-Unis et lorsque l'on lit cet accord, beaucoup de la société civile, ceux qui mettent en action la justice transitionnelle, se sont un peu sentis frustrés, disant que cet accord ne tenait pas compte de la justice transitionnelle. À part cela, il y a eu un autre accord qui a été signé en juillet à Doha, au Qatar, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Professeur Eugène Bakama, vous en tant qu'expert, quelle est votre lecture de ces deux accords de principe à la lumière de l'applicabilité de la justice transitionnelle? Alors, pour faire simple, donc pour l'accord de Washington qui est intervenu le 27 juin 2025, comme vous l'avez dit, c'est un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quand on lit cet accord, on voit bien que il a été décidé notamment que le Rwanda devrait cesser d'abord son soutien au M23 et retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Et il a été aussi demandé au gouvernement de la République démocratique du Congo de cesser tout lien avec les FDLR, de les neutraliser. Mais quand on lit l'accord, nulle part dans l'accord, il y a mention sur la question de redevabilité, la question de la justice et la question des réparations. Et donc, c'est vraiment triste de voir que dans cet accord, on mentionne pas ces éléments importants parce que les différentes guerres qu'a connues la République démocratique du Congo ont causé des crimes à l'égard des victimes. Mais on constate que le volet justice n'a pas été abordé. Le volet justice transitionnelle dans son ensemble n'a pas été abordé dans cet accord. Et donc, c'est cela qui a conduit à la déception de plusieurs activistes des droits de l'homme en République démocratique du Congo parce que c'est plus focalisé sur la recherche de la paix, ce qui est tout à fait normal. Parce que c'est un accord que nous saluons parce que cet accord pourra permettre le rétablissement d'une paix durable en République démocratique du Congo qui est attendue par toutes les filles et tous les fils du Congo. Mais il était important, c'est quand même, on peut dire, c'est un rendez-vous manqué parce que le volet justice n'a pas été abordé dans cet accord. Maintenant, quand on parle maintenant de déclaration du principe de Doha, parce qu'à Doha aussi, on pouvait même insérer un paragraphe sur la justice transitionnelle dans cette déclaration des principes, mais ça n'a pas été fait. Nous espérons que
les négociations qui vont commencer et qui aboutiront peut-être à un accord entre le gouvernement congolais et le M23 pourra insérer une disposition qui pourra aborder la question de la justice transitionnelle. Attendons voir ce qui va être décidé à Doha quant à ce qui concerne le fond de l'accord. Professeur Eugène Bopé Bakama, est-ce que c'est réaliste lorsque l'on dit, même si dans l'accord on ne fait pas mention de la justice transitionnelle et réparation, il est possible de pouvoir exiger réparation en dehors de ces désaccords? Est-ce que c'est réalisable? Pour l'instant, il faut dire l'espoir que nous avons, c'est que les négociations qui vont commencer, parce que les négociations entre le gouvernement congolais et les M23 sont en cours. Donc, on espère que les négociateurs du côté du gouvernement pourront insister à ce que le volet justice transitionnelle soit inclus dans l'accord de paix qui sera signé éventuellement entre les deux parties. Ici, je veux peut-être faire une expérience. À Doha, en 2022, il y a eu un accord qui a été signé au Tchad entre le gouvernement tchadien et les autres groupes armés qui existaient à l'époque au Tchad. Et dans cet accord, si vous fouillez cet accord, dans cet accord de paix qui a été signé, il y a une disposition claire appelant à la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. Donc, nous espérons que à l'issue de l'accord ou des négociations entre le gouvernement congolais et l'M23, il y aura certainement dans cet accord une disposition qui va faire référence à la justice transitionnelle parce que nous estimons que c'est un élément très important qui doit figurer dans l'accord de paix qui sera signé éventuellement entre les deux parties. Est-ce que ce n'est pas contradictoire un accord de principe qui est signé de bonne foi, qui est un volet contraignant des justices transitionnelles? C'est pas contradictoire parce que la déclaration des principes pouvait énoncer parmi les principes l'approche de recourir à la justice transitionnelle, qui t'a donné la possibilité maintenant au niveau de l'accord de discuter sur comment on va mettre en pratique ces volets justice transitionnelle. Mais cela n'a pas été fait et c'est ce que nous disons. On peut récupérer la situation, on peut corriger la situation lors des négociations de paix qui vont commencer au cours de ce mois d'août à Doha pour qu'on insère une disposition sur la justice transitionnelle. Professeur Eugène Bakama Bopé, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les résolutions bilatéraux ont plus de valeur par rapport aux résolutions prises aux Nations Unies, résolutions qui condamnent le Rwanda et reconnaissent effectivement la présence des militaires rwandais en République démocratique du Congo? Quelle est la valeur juridique et diplomatique d'un accord bilatéral ou des accords bilatéraux par rapport aux résolutions des Nations Unies? Merci pour cette question. Il faut savoir que les résolutions du Conseil de sécurité s'imposent à tous les États membres des Nations Unies. Hein? Et donc, si vous lisez même l'accord de Washington, dans l'accord de Washington, on fait référence notamment à la résolution 2773 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité, qui est une résolution très importante parce que si vous avez l'occasion de lire cette résolution, elle condamne clairement le soutien du Rwanda au M23 et condamne et demande fermement au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais. Et puis en même temps, dans cette résolution, on demande aussi au gouvernement congolais de cesser tout lien avec le FDLR. Donc cette résolution s'impose à tous les États partis à la Charte des Nations Unies. Maintenant, un accord bilatéral signé entre des États n'a pas plus de valeur que cette résolution du Conseil de sécurité. Donc, cette résolution s'impose à tout le monde, à tous les États membres des Nations Unies. Et donc, si vous avez lu l'accord de Washington, il fait référence à cette résolution 2773 du Conseil de sécurité. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama, expert en justice transitionnelle. Nous allons suivre un élément par rapport à la continuité de l'accord de principe signé aux États-Unis d'Amérique le 27 juin 2025, dont des émissaires du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont pu encore
une fois se retrouver aux États-Unis d'Amérique autour du représentant spécial de Donald Trump pour l'Afrique, le docteur Massad Boulos. Suivons et revenons après. Le 27 juin 2025, à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord qualifié d'historique. Quelques semaines plus tard, le 19 juillet à Doha, Kinshasa a conclu avec le M23 une déclaration de principe. Deux étapes diplomatiques majeures, qui, ensemble, nourrissent l'espoir d'une issue durable à la crise sécuritaire qui déchire l'Est du pays. Pourtant, un maillon essentiel manque, la justice transitionnelle. Aucun dispositif n'impose la réparation des préjudices subis par des millions de victimes. Et sur le terrain, le constat reste amer. Les engagements du M23 et de l'armée rwandaise peinent à se traduire dans les faits. Les violences perdurent, infligeant au peuple congolais de nouvelles souffrances. La rencontre annoncée pour fin juillet, à la Maison-Blanche, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, à l'initiative de Donald Trump, n'a finalement pas eu lieu. L'agenda américain a basculé vers d'autres priorités géopolitiques internationales. La guerre russo-ukrainienne, le conflit Israël-Hamas, ou encore les tensions commerciales liées aux nouvelles taxes douanières. Le 31 juillet, le département d'État américain a toutefois pris part à la première réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de Washington, aux côtés de la RDC, du Rwanda, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine. Ce comité veille au respect des clauses, traite les violations et prépare la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité. À Doha, les pourparlers prévus entre le gouvernement congolais et le M23 n'ont pas eu lieu. Le mouvement rebelle affirme n'avoir jamais reçu d'invitation pour la rencontre du 8 août 2025. Après la déclaration de principe, reste l'étape décisive, la signature d'un accord définitif, contraignant et opposable à tous. Dans ce processus impulsé par Washington, le volet économique repose sur la sécurisation et l'exploitation des minéraux critiques au profit des États-Unis d'Amérique et de leurs entreprises. L'enjeu: stabiliser la région, bâtir une chaîne d'approvisionnement transparente et soutenir les technologies d'avenir. Pour Félix Tshisekedi, la RDC continuera d'exiger justice et réparation face à l'agresseur, dont l'ambition demeure l'appropriation des richesses nationales. Entre médiation américaine et initiative qatari, une lueur d'espoir diplomatique persiste. Pour un peuple qui aspire avant tout à la paix et à la dignité. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et ici, à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama, expert en justice transitionnelle. Maître, nous sommes en train de poursuivre notre programme. Nous restons dans les faits. Malgré ces accords, nous constatons que sur terrain, le M23 continue à chercher à s'étendre et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo sont en train de résister. Comment expliquer que des accords sont en train d'être signés, des négociations continuent, mais sur terrain, les armes ne cessent pas? Est-ce que les accords n'ont pas une mesure contraignante? Merci pour cette question et c'est le constat malheureux qu'on peut faire parce qu'en réalité, il devait avoir cessé le feu pendant que les deux parties sont en train de négocier. Mais sur le terrain, on constate que les combats continuent. Nous espérons que les négociations en cours à Doha pourront aboutir à un cessez-le-feu. Et vous avez suivi la conférence de presse lors de la déclaration de principe. Et on avait mentionné que la responsabilité dans la mise en œuvre de cet accord appartient premièrement aux deux parties. Ça veut dire qu'il faut la bonne foi des deux parties pour que la déclaration de principe soit respectée. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore un accord définitif parce que les négociations n'ont pas encore commencé et vont peut-être bientôt commencer. Et il va falloir que le facilitateur puisse continuer à faire pression aux deux parties pour faire respecter ce cessez-le-feu qui est important parce que on ne peut pas faire la paix et en même temps continuer à faire la guerre. Donc, c'est le constat malheureux qu'on peut faire pour l'instant sur le terrain.
Professeur Eugène Bopé Bakama, vous êtes juriste, vous êtes dans la procédure, le respect de procédure. Quand on parle d'accord, que l'on doit signer un accord, est-ce que un accord peut avoir des effets qui découlent de cet accord sans préalablement avoir signé cet accord? Mais il faut d'abord signer l'accord, mais l'accord n'a pas encore été signé. Il y a eu juste une déclaration de principe, donc qui a été énoncée, mais après, il faut qu'il y ait un accord, et c'est à l'issue de cet accord que les parties seront liées, parce que cet accord va lier certainement les deux parties qui l'auront signé, et les facilitateurs seront là pour exiger à ce que les parties respectent leurs paroles et arrivent à mettre en pratique ou mettre en œuvre l'accord. Et dans l'accord qui sera signé, il y aura des mécanismes qui seront mis en place pour surveiller la mise en œuvre de l'accord précité. Alors, pourquoi on n'a pas attendu cet accord que l'on signe avant de parler de tout ceci, de l'accord de principe? Parce que sur terrain, rien ne change. Pourquoi on n'a pas attendu la signature de l'accord où tout est contraignant? Il y a des mécanismes qui contraignent les parties à pouvoir respecter les engagements. Non, pour ces négociations, on a voulu qu'il y ait d'abord un accord de principe, une déclaration de principe entre les deux parties, et après, ils vont aboutir maintenant à des négociations, entamer les négociations qui vont éventuellement aboutir à un accord. Donc, c'est les choix. Et quelle est la valeur juridique et administrative d'un accord de principe? Non, c'est juste une déclaration. On parle de déclaration. C'est pas vraiment encore un accord qui est contraignant. C'est juste une déclaration qui donne les différents principes de base, maintenant, qui seront suivis par des négociations. Et à l'issue de ces négociations, il y aura maintenant un accord qui sera signé. Et après l'accord, éventuellement, il pourrait y avoir un autre processus, c'est le dialogue national dont on parle aussi, qui pourra peut-être intervenir après, parce que n'oubliez pas qu'il y a d'autres acteurs majeurs qui ne participent pas à Doha. Et ces acteurs-là, notamment la société civile, les religieux, pourront participer maintenant à un éventuel dialogue qui pourra avoir le jour après l'accord de Doha. Donc, le chemin est encore long pour la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que de votre mémoire de juriste, vous avez déjà vu cette approche qui est appliquée par les États-Unis présentement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur base de l'accord de principe? De votre mémoire de juriste. Du point de vue politique, c'est un choix politique qui a été fait. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est légal. C'est une approche politique. Donc, on a décidé qu'il y ait d'abord une déclaration de principe entre les deux parties et qui sera suivie maintenant des négociations et qui pourront éventuellement aboutir à un accord entre les parties précitées. Donc, c'est un choix politique qui a été fait. Donc, nous pouvons dire que le Conseil de sécurité a raison. Par exemple, dernièrement, les experts des Nations Unies ont fait sortir des rapports concernant le Rwanda sur ses méfaits sur la République démocratique du Congo. Ça tient tout son sens, professeur Eugène. Ça, c'est une autre approche. Les Nations Unies continuent à faire leur travail et les Nations Unies sont en train de soutenir aussi le processus de paix. Donc, cela n'empêche pas les experts de faire leur travail sur le terrain. Ici, on parle juste une approche politique, donc des négociations qui sont en cours, mais à côté, il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place par les Nations Unies qui continuent aussi. Maintenant, les deux pays faisant partie de la sous-région de l'Afrique centrale, quels sont les rôles de toutes les structures de l'Afrique qui doivent accompagner l'applicabilité ou la finalité de cet accord? Oui, vous savez que le Congo fait partie de la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Malheureusement, le Rwanda, comme vous le savez, a suspendu sa participation à cette communauté. Il y a eu des initiatives qui ont été menées au niveau de la CEEAC pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas été suivies de faits. Puis, au niveau de l'Union africaine, il y a aussi des initiatives qui ont été menées, notamment le processus de Luanda, le processus de Nairobi, toujours pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Mais il faut dire que ces processus, y compris de Luanda, de Nairobi, ont aidé à faire avancer les choses, même s'il n'y a pas eu de résultats tangibles sur le terrain, mais ça a été quand même un pas. Et aujourd'hui, le processus de Washington-Doha reconnaissent aussi que Luanda, Nairobi ont joué un rôle
Donc voilà, attendons voir ce qui va sortir de négociations de Doha pour tirer les conclusions. Est-ce que l'on peut dire aussi que l'apport du président américain a pesé pour que surtout la partie rwandaise vienne sur la table de négociation? Évidemment, les États-Unis ont joué un grand rôle parce que, comme vous le savez, le président Trump a joué un grand rôle dans le cadre de ces négociations de Washington. Et les États-Unis ont aussi un intérêt, c'est aussi l'intérêt économique. Parce que quand vous lisez l'accord de Washington, évidemment, on voit que les États-Unis ont un intérêt économique en République démocratique du Congo à travers les minéraux congolais. Et aussi, il faut, ça ce n'est pas encore confirmé, c'est que les gens disent que le président Trump voudrait avoir un prix Nobel de la paix. Et donc, s'il arrive à réussir cette mission et s'il arrive à voir ces résultats de retour effectif de la paix en République démocratique du Congo, il pourra être éligible à ces prix Nobel Mais de la penses-tu paix. que c'est légitime de sa part de pouvoir prétendre à un prix Nobel? Non, mais ça, il ne m'appartient pas de juger, mais c'est un constat que nous faisons, c'est que aujourd'hui, s'il arrive à faire réussir cette mission ou arrive à aboutir au retour effectif de la paix en République démocratique du Congo, il pourra être éligible au prix Nobel de la paix. Donc voilà ce que je peux dire. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama, expert en justice transitionnelle. Nous allons suivre un élément sur les accords de principe signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans ces deux formats, Washington et Doha. Nous revenons après. Pour que la République démocratique du Congo obtienne gain de cause et que la crise sécuritaire à l'Est trouve enfin une issue, plusieurs leviers stratégiques s'imposant. D'abord, ancrer la justice transitionnelle au cœur des négociations. Sans reconnaissance des crimes commis, ni réparation pour les millions de victimes, toute paix restera fragile. Cette exigence doit être inscrite dans les accords définitifs, avec un mécanisme clair de poursuite et d'indemnisation. Ensuite, assurer le suivi strict des engagements pris par le M23 et par le Rwanda. Les violations répétées sapent la crédibilité du processus. La RDC devrait demander au comité conjoint de suivi de renforcer ses pouvoirs en intégrant des sanctions automatiques contre toute partie qui rompt le cessez-le-feu. Parallèlement, le pays doit exploiter le volet économique des accords. La sécurisation des minéraux critiques ne doit pas seulement profiter aux partenaires étrangers. Elle doit servir au développement des infrastructures, à la création d'emplois et au renforcement des capacités locales. Un partage équitable des revenus miniers permettrait de consolider la stabilité sociale et politique. Enfin, la diplomatie congolaise doit maintenir un dialogue actif avec tous les médiateurs, États-Unis, Qatar, Union africaine, tout en diversifiant ses alliances internationales. L'objectif, garantir que la RDC ne soit pas un simple spectateur dans un jeu d'intérêts, mais un acteur central et incontournable. Pour le président Félix Tshisekedi, il s'agit d'imposer la voix de la RDC dans chaque instance, de défendre la souveraineté nationale et de transformer les promesses de paix en actes concrets. Car au bout du chemin, il y a un peuple qui ne demande qu'une chose, vivre dans la dignité, à l'abri de la peur et des violences. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et Dallas dans l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous sommes en connexion avec le professeur Eugène Bopé, qui est notre participant dans ce numéro. Maître, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons parler des intérêts économiques par rapport à ces accords. Est-ce que les intérêts économiques peuvent aussi piétiner sur cette approche de rechercher la justice, la réparation des victimes, parce que on veut s'entendre dans la sous-région, travailler et partager les richesses? Ça, c'est ma toute première question. Non, la déception, je vous ai dit au tout début de l'émission que nous avons constaté que cet accord ne prévoit pas
des dispositions sur le volet justice. On se préoccupe beaucoup plus sur les intérêts économiques et aussi sur la question sécuritaire, ce qui est important, mais on doit aussi ne pas oublier qu'il y a eu des victimes. Et ces victimes attendent réparation, attendent justice. Donc, il aurait fallu qu'il y ait une disposition ou un paragraphe ramenant sur le volet justice, mais ce qui n'a pas été fait. Et on espère que à Doha, on pourra corriger cette erreur en intégrant une disposition claire dans l'accord de paix qui sera signé entre le gouvernement congolais et le M23 sur le volet justice. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le volet justice a été sacrifié pour des intérêts économiques. Est-ce que une manière de réparer pourrait être aussi de repenser de quotas de ces accords économiques qui seront directement reversés dans des projets à intérêt social aux victimes, par exemple? Non, il faut savoir que l'accord de Washington parle aussi de relations bilatérales économiques entre les deux pays. Donc, c'est pour favoriser qu'il y ait un développement économique entre les deux pays. Maintenant, la République démocratique du Congo pourra mettre sur la table cette question de réparation de victimes. N'oubliez pas qu'il y a eu une résolution 1304 qui a été adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à l'époque, appelait le Rwanda et l'Ouganda à réparer le préjudice qui a été causé aux victimes lors de la guerre des 6 jours Kisangani. Et donc, je pense que dans les discussions entre les deux pays, il pourrait y avoir un mécanisme dans lequel le démocratique du Congo demande au Rwanda, par exemple, de réparer les victimes et éventuellement octroyer une réparation à ces victimes. Donc, c'est quelque chose qui doit être encore discuté entre les deux pays. Mais il y a des initiatives qui sont possibles. Il y a des moyens, il y a des initiatives qui peuvent conduire à ce que on exige au Rwanda, par exemple, de dédommager ou de réparer le préjudice qui a été causé aux victimes congolaises. Maintenant, dans quel cadre il pourra réparer si il ne reconnaît pas les structures, par exemple, des Nations Unies ou autres qui les contraignent à verser des fonds? Il va suivre la voie des échanges, des négociations bilatérales entre États ou bien il y aura un cadre spécifique qui le permettra de pouvoir indemniser les victimes? Bon, ça peut être une approche judiciaire ou ça peut être une approche diplomatique. Dans l'approche judiciaire, je suis en train de voir qu'aujourd'hui, il y a une affaire devant la Cour africaine des droits de l'homme qui oppose les deux pays. Si vous suivez l'actualité, il y a eu recevabilité de la requête introduite par la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Donc, on va étudier la question au fond. Si éventuellement il y a une décision qui est favorable à la République démocratique du Congo, cette décision pourrait éventuellement demander à ce qu'il y ait réparation à l'endroit des victimes congolaises. Donc ça, c'est une approche judiciaire. L'approche diplomatique, c'est que les deux pays peuvent continuer à discuter. Le Congo peut demander à travers des négociations, c'est que le Rwanda puisse octroyer des réparations. Maintenant, il va falloir définir dans comment ces réparations pourront être octroyées. Mais c'est une approche diplomatique qui est aussi possible. Professeur Eugène Bopé Bakama, c'est déjà la fin de ce programme. Vous avez un temps serré limité parce que vous devez aussi vaquer à d'autres obligations. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce numéro? Nous savons que lorsque vous aurez un agenda dégagé, vous pourrez encore revenir pour continuer sur ce sujet. Non, en dernier mot, je peux dire simplement que l'accord qui a été signé à Washington est un bon début et aussi les déclarations de principe que nous saluons, mais nous pensons qu'il est vraiment important que l'accord de paix qui sera signé entre la partie gouvernementale et le M23 puisse intégrer la question de la justice transitionnelle. Aujourd'hui, on doit absolument intégrer cette approche ou cette question de la justice transitionnelle dans l'accord de paix qui sera signé à Doha. Et nous espérons cela de tous nos vœux. Merci beaucoup. Un grand merci, professeur Eugène Bopé Bakama. De partout, vous avez suivi, nous étions en connexion avec Kinshasa en République démocratique du Congo et ici à Dallas dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous avons reçu pour vous le professeur Eugène Bopé Bakama, expert en justice transitionnelle, pour échanger sur ces questions d'actualité, notamment le Génocost, les deux accords de principe signés entre la République démocratique du Congo. De partout, vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.